Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. L'isolation à 1 €, difficile de passer à côté des publicités et des coups de téléphone qui vous proposent de bénéficier de cette opération. Comment ça fonctionne? Qui est concerné? Et surtout, est-ce une arnaque? Pour répondre à tout ça, on accueille aujourd'hui Laurent Nataf. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de l'Agence française de l'énergie solidaire et mandataire donc de Total Direct Énergie. C'est bien ça. Et on a hâte d'avoir plus d'informations sur cette opération en deuxième partie d'émission. Avec plaisir. Salut Marie-Morgane. Salut. Alors avec toi, on ne change pas de thématique, c'est aussi la question du jour qu'on a posée à nos internautes. Exactement. On a eu beaucoup de réactions? Oui, il se pose aussi beaucoup de questions, donc on pourra en parler tout à l'heure. Super. Et ça y est, les gilets jaunes ont été délogés du rond-point de Sarreguemines. Ce matin, la police a procédé à leur expulsion. Valentin Guinel était sur place, on l'écoute. Des flammes et de la tristesse, c'est un peu le résumé de ces 2 derniers jours pour les gilets jaunes du rond-point en face de la boulangerie Marie Blachère de Sarreguemines où je me trouve. Tristesse parce que aujourd'hui c'est jour d'expulsion par les forces de l'ordre, et flammes parce que hier étrangement un incendie s'est déclaré, incendie accidentel. Voilà, donc aujourd'hui journée un peu spéciale qu'on vous fera découvrir plus en détail dans un reportage à suivre, et également avec Michael, un gilet jaune, qui nous expliquera le sentiment ce matin sur le rond-point de Sarreguemines. Très bien, et on revient en effet sur le sujet d'ici quelques instants, le temps de faire un rapide tour de l'actualité. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Dernier jour des gilets jaunes sur le rond-point de la zone commerciale de Sarreguemines. Ils ont été prévenus du démantèlement organisé ce mercredi matin. Mardi, ils ont commencé à déménager quelques affaires et à détruire leur structure. Au même moment, une bâche aurait pris feu accidentellement et le vent aurait propagé les flammes rapidement, détruisant une partie de la cabane. Malgré tout, ils espèrent pouvoir trouver un nouvel emplacement pour poursuivre leur mouvement. Ils ont dit non à l'antisémitisme. Plus de 250 personnes s'étaient donné rendez-vous hier soir, place Sibylle à Sarreguemines, pour rappeler les valeurs de notre République. Ce rassemblement apolitique de citoyens et de citoyennes était une réponse aux multiples actes antisémites qui viennent de se dérouler en France, et notamment hier en Alsace, à Katzenheim, où un cimetière juif a été profané. Incendie de Roulin, les suites. Dans la nuit du 4 au 5 février, un immeuble de 50 logements a pris feu dans la cité de Roulin. Depuis, les sinistrés sont logés à l'hôtel ou ont trouvé refuge dans leur famille ou chez des amis. Les logements sèchent et le gaz et l'électricité sont en train d'être remis en service. Plusieurs locataires pourront retourner dans leur appartement en fin de semaine, mais pas ceux qui habitaient au dernier étage. Les 12 logements situés à ce niveau ont été plus sévèrement abîmés. Leur remise en état nécessitera entre 3 et 4 mois de travaux. Après la musique, la conférence. Jean-François Bernardini est revenu sur scène à Sarralbe pour parler de non-violence. Devant 200 personnes, il est revenu sur ses expériences, notamment auprès des plus jeunes ou encore en prison. Et si la non-violence est encore une grande inconnue en France, le chanteur corse souhaite qu'elle devienne l'outil du XXIe siècle. Création de pistes cyclables en stand-by. Compte tenu des difficultés pour trouver des subventions pour financer ce type d'équipement, la Casque a été contrainte de ralentir son programme de développement. À Villeurbanne et à Guébenouz, des pistes cyclables auraient dû être réalisées l'an passé, cela n'a pas été le cas. Ces équipements pourraient néanmoins voir le jour cette année. En 2017, une piste cyclable a été créée à Lixin-les-Roulins. Pour rejoindre la route qui mène à Grosse-Biederstroff, il faut appuyer fort sur les pédales ou opter pour un vélo électrique. Cela est dû à la topographie des lieux. Comme un poisson dans l'eau au centre nautique de l'Aglo. En ouvrant les volets ce matin, le brouillard était présent. Quel temps pour demain? Marie-Morgane nous donne les prévisions. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Il y aura encore
encore de la brume et du brouillard au réveil demain matin. La visibilité va s'améliorer en cours de matinée, mais le ciel restera couvert. Malheureusement, le soleil aura du mal à percer. Les températures seront comprises entre -1 et 14 degrés. Demain, nous serons le jeudi 21 février et nous fêterons les Damiens. Le soleil nous accompagnera de 7h28 à 18h01. Et en attendant le retour du soleil, on va découvrir la photo du jour qui nous a été envoyée par Christian Vaudeville. C'est un décor qui l'a fait sourire à Blischweyen avec le grand soleil qu'on a pu voir ces derniers jours et encore les décorations hivernales. Merci à vous pour la photo et vous aussi envoyez-nous vos images par mail ou sur notre page Facebook. Je réagis au doigt et à l'œil, même à distance. Fermap, des volets connectés à vous. Avant de revenir sur le démantèlement de ce matin, revenons sur ce qui s'est passé hier au même endroit. Sur le rond-point proche de la boulangerie Marie Blachère, la cabane des Gilets jaunes a pris feu accidentellement en fin d'après-midi. On vous explique tout dans ce reportage. Triste moment pour les Gilets jaunes de Sarreguemines. Hier, un incendie s'est déclaré sur le rond-point, proche du commerce Marie Blachère. D'après les Gilets jaunes, le feu aurait démarré lorsqu'ils rangeaient et démontaient les éléments de leur cabane, en prévision du démantèlement prévu ce matin par la police. On a commencé à récupérer tout ce qui était récupérable, bâches et autres, bon, les victuailles, les vivres, enfin, tout ce qu'on avait à l'intérieur. La structure a pris feu parce que bon, on a brûlé 2 palettes en plastique pour éviter le plus de bordel possible laissé sur le rond-point, vu que bon, on a toujours eu un rond-point propre jusqu'à maintenant. C'est donc une bâche qui aurait pris feu après un coup de vent. C'était un accident bête, le feu qui a pris la structure des bancs où on couchait toutes les nuits, qui a fait que bon, on passera pas la dernière nuit ensemble ici, comme c'était prévu, parce que bon, c'était ce qui était prévu au départ, c'est qu'on passe la dernière nuit ensemble et que demain matin, au moment du démantèlement, on descende tous ensemble du rond-point pour voir le démantèlement de celui-ci. Sur place, une dizaine de sapeurs-pompiers du secteur avec un important dispositif, un fourgon pompe-tonne, une voiture d'officier de garde et un autre camion d'une contenance de 8000 litres. Le feu a très vite été maîtrisé malgré le vent et l'intervention a duré près de 45 minutes. D'après le capitaine du commissariat de police, aucune enquête ne devrait être réalisée puisque les versions concordent quant au caractère involontaire de l'incendie. Un accident bête, mais qui a tout de même chamboulé et marqué les Gilets jaunes présents. Et les émotions sont encore fortes ce matin. L'évacuation du rond-point a eu lieu très tôt. Le campement des Gilets jaunes a été détruit par la direction départementale des territoires. L'opération s'est déroulée sans débordement et les Gilets jaunes étaient très émus. Beaucoup d'émotions. Ce matin, les Gilets jaunes ont dû évacuer le rond-point de Sarreguemines, en face de la boulangerie Marie Blachère. Ils occupaient leur campement depuis le 17 novembre, présents dès le début du mouvement. L'expulsion a débuté dès 7h sur ordre de la préfecture. Motif : occupation illégale. Le rond-point est en effet propriété du département. Les accès routiers ont été bloqués par sécurité. L'opération s'est déroulée dans le calme. Depuis qu'ils sont installés, les Gilets jaunes ont occupé le site pacifiquement. Aucun trouble n'a été déploré par la police. Plus tôt dans la matinée, une vingtaine de Gilets jaunes étaient présents. Certains sont venus d'Ambar. Ce matin, je suis présent en solidarité avec les Gilets jaunes de Sarreguemines, parce que j'ai déjà vécu ça à Ambar il y a un mois. Bon, il faut toujours qu'on se serre un peu les coudes. Leur rond-point a été évacué il y a 4 semaines. Aujourd'hui, c'est au tour de celui de Sarreguemines. C'était le dernier encore occupé dans l'arrondissement. Hier, un incendie avait déjà détruit des baraquements. Des cendres ardentes auraient enflammé les installations, selon les Gilets jaunes présents. Ce matin, comme un autodafé, ils ont fait brûler une partie de ce qui était devenu, au fil des mois, leur lieu de lutte et de partage. Michael, c'est un gilet jaune depuis les débuts et il est présent fréquemment sur ce rond-point. Ce matin, il a assisté au démantèlement et nous donne son ressenti. Quel est le sentiment ce matin sur le rond-point ? Ça fait très mal, c'est très dur. Et puis voilà, comme j'ai dit, on lâchera rien, on continuera, on se battra. Qu'est-ce que vous pensez de cette expulsion avec force et armes ?
en fait, on était bien là, on dérangeait personne. On faisait notre boulot à nous de soutenir les Gilets jaunes et puis voilà. Malgré tout, est-ce qu'il y a des actions ou la suite du mouvement pour toutes ces personnes qui sont là? Est-ce que vous prévoyez quelque chose d'autre? Oui, il y aura des actions, je pense, en espérant aussi. Et des actions, on va continuer. Merci à vous. Et si le mouvement Gilets jaunes sait être pacifique, quelques débordements existent. L'un des derniers exemples en date, les propos antisémites à l'encontre d'Alain Finkielkraut. L'antisémitisme n'est pas une opinion, mais un délit et nous sommes tous concernés. Voici l'un des messages forts prononcés hier soir à Sarreguemines lors du rassemblement citoyen contre l'antisémitisme organisé Place Siby. Julia Bitran et Guillaume Dumonteil étaient sur place. Nous sommes là pour dire notre exaspération face à l'antisémitisme. L'antisémitisme n'est pas une opinion, mais un délit. Et je vous invite à prendre maintenant, avec moi, l'engagement de ne plus rien laisser passer. Je vous invite à traquer la moindre allusion douteuse, la moindre petite blague pleine de sous-entendus, la moindre utilisation du mot juif dans un contexte d'insulte. Personne ne doit être rejeté. Personne ne doit être brimé. Personne ne doit être violenté à cause de sa religion, de ses opinions, de son genre ou de ses idées. C'est un des socles fondamentaux de notre République. Notre pays peut s'enorgueillir d'être le pays des droits de l'homme, basé sur les déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont les articles sont les fondements de notre nation. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. On a l'impression aujourd'hui que l'histoire se répète. Et l'ancien président de la République, François Hollande, disait dans cette circonstance que c'est pour notre pays, cet antisémitisme, une régression. Eh bien, nous ne pouvons pas accepter que notre pays régresse et perde ses valeurs. Nous sommes profondément préoccupés par la montée de l'antisémitisme dans la société française, signe d'une profonde crise et lourde menace pour toutes et tous. Nous n'avons rien oublié des horreurs commises hier et aujourd'hui par la haine des Juifs, uniquement par leur appartenance à une religion. Nous devons nous considérer comme une création à part entière, c'est-à-dire comme des individus ayant chacun leurs convictions, leurs idéaux, leurs influences, leurs rêves et leurs désirs, des critères fondamentaux qui nous mènent au vivre ensemble en paix. Recevez de notre communauté notre plus cordial shalom. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Je vous remercie. Et ils étaient plus de 250 participants pour ce rassemblement. On a voulu leur donner la parole. Je vous propose d'écouter d'abord la réaction du rabbin de Sarreguemines, puis celle des citoyens. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce rassemblement ce soir ? Alors ce rassemblement est très important. Il nous fait plaisir de voir que la communauté de Sarreguemines, l'ensemble des citoyens se sentent mobilisés par rapport à toutes ces atrocités qu'on a vécues malheureusement ces derniers jours, encore ces dernières heures. Et c'est important pour nous de savoir que le combat qu'on doit mener, eh bien, on ne le mène pas tout seul. On a l'appui des forces vives de la nation, on a l'appui des dirigeants, on a l'appui également des citoyens. C'est important de savoir qu'on est accompagné, que ce n'est pas un combat qu'on doit mener tout seul. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'être là ce soir ?
Bien, par rapport au sonnet français, par rapport à mon job d'enseignant, par rapport à mes valeurs de citoyen, c'est important de lutter contre toute forme d'antisémitisme. C'est quelque chose contre lequel on se bat par l'information, par la pédagogie depuis plus de 20 ans et il faut continuer puisqu'apparemment les gens n'ont toujours pas compris. Écoutez, moi je ne suis pas politique, je suis un haut fonctionnaire hospitalier et je considère que dans les hôpitaux de Sarreguemines, nous employons des juifs, des musulmans, des chrétiens et je me sens très concerné par cette problématique de l'exclusion ou de l'antisémitisme en général et moi je suis là par solidarité pour l'ensemble de ces communautés et pour aussi le personnel de l'hôpital qui fait partie de ces personnes qui peuvent à certains moments être maltraitées par des propos, voire par des bousculades. Donc moi je viens par simple solidarité et pour manifester mon approbation à ce rassemblement de ce soir. C'était très important pour moi d'être là. Je représente tous les gilets jaunes qui sont dans la misère et les juifs ont eu beaucoup de misère, donc c'est des choses qu'on partage ensemble. Voilà. Comment vous le vivez, le fait que des gilets jaunes aient été pointés du doigt parce qu'il y a eu des actes antisémites qui ont été commis par des gilets jaunes? Mais tous les gilets jaunes avant qui mettent un gilet jaune, c'était pas des gilets jaunes. Et pas parce qu'on met un gilet jaune qu'on devient automatiquement intelligent. Si au départ on est con, si on met un gilet jaune, ça ne change pas grand-chose. Hein. Les gilets jaunes sont représentatifs de toute la population française. Il y a toutes sortes de gens. C'était important pour vous d'être là ce soir? Ah oui, c'est important. Oui, oui. C'est important parce que il faut qu'on puisse vivre en paix, il faut qu'on puisse suivre les communautés tout ensemble. En ce moment, il y a énormément on a l'impression qu'il y a énormément de haine qui surgit, alors que on est tellement heureux, on peut être tellement heureux ensemble en conciliant les choses. Et dans ce climat de conflit social, pourquoi ne pas évoquer la non-violence? Invité par l'association Art de Vie, Jean-François Bernardini, chanteur du groupe corse I Mouvrini, est revenu dans le gymnase de Sarralbe pour y parler de non-violence. Il est président de la fondation Oumani, convaincu que la non-violence est l'outil du XXIe siècle. Thomas Drouin a assisté à la conférence. Un Corse qui parle de non-violence, reconnaissez quand même que c'est un peu canal inattendu, non ? Voilà, pour les stéréotypes, c'est fait. Il n'empêche qu'après une soirée en musique avec son groupe I Mouvrini, Jean-François Bernardini est de retour sur scène dans le gymnase du Centre culturel et sportif de Sarralbe. Face à 200 personnes, cette fois-ci, il est seul et sans guitare pour parler de non-violence, ou plutôt pour semer les graines de la non-violence. Je n'ai pas vraiment d'appréhension à parler de non-violence devant vous. J'ai seulement peur de ne pas être assez contagieux. Pour débuter, il définit tout d'abord ce qu'est la non-violence, qu'il tient d'ailleurs à différencier du pacifisme, particulièrement quand il s'agit de parler de conflit. Dans son propos, il replace le conflit dans les composants de la vie, précisant que ce n'est pas la guerre et que l'on peut en régler de nombreux sans violence, concédant que face au conflit, l'humain fait avec ce qu'il a. La violence est une tentative désespérée de solution. J'avais plus que ça. J'étais à bout, je n'aimais plus que la violence. C'est une quête, c'est un symptôme, c'est une balise, c'est une tentative honnête, mais malheureuse de solution. Je suis tapé dessus, oui ok, d'accord. C'était comme ça que tu croyais trouver la solution. Au fil de son exposé, il avance que la non-violence est aussi naturelle que la violence, voire même plus. Il revient sur ses expériences et ses conversations avec les plus jeunes. Il met aussi en avant l'importance de l'intelligence émotionnelle dans la relation avec l'autre, regrettant le manque d'investissement général dans la non-violence. Lui poursuit la transmission de cette valeur afin que parler de non-violence en France ne soit plus parler d'une inconnue. Sortir de cette idéologie de la violence. Votre logement est une passoire énergétique. Vous avez pensé à l'isolation à 1 euro, mais n'êtes pas rassuré. Eh bien, on en parle plus en détail avec notre invité juste après la pub. On ira voir vos commentaires également sur notre page Facebook en lien avec cette thématique. À tout de suite.
L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Profitez d'offres à prix réduit sur présentation de vos coupons. Et du lundi au jeudi de 19h à 20h, ne manquez pas nos happy hours. Je suis responsable d'un laboratoire de recherche et développement au CEA Liten. Nous développons ici des technologies innovantes et performantes de production d'un gaz de synthèse d'origine renouvelable pour le convertir en méthane qui puisse être injecté sur les réseaux de gaz. Nous cherchons à extraire et à valoriser l'énergie contenue dans des bioressources comme le bois, les résidus agricoles ou les déchets organiques. Le procédé que nous utilisons ici est différent de la méthanisation. Il s'agit de pyrogazéification. C'est un procédé en pression et à haute température, de 700 jusqu'à 1500 degrés, qui permet de convertir la matière en quelques minutes. La pyrogazéification présente de nombreux atouts. Tout d'abord, le taux de conversion de la matière en gaz est très élevé, ce qui permet de réduire les résidus solides. Ensuite, nous ne produisons pas de fumée de combustion. Le CO2 qui est généré en gazéification est également converti en méthane, ce qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, la pyrogazéification permet de valoriser un large panel de ressources, parfois difficiles à traiter par les voies conventionnelles. La pyrogazéification permet de produire une énergie renouvelable à partir des ressources présentes sur le territoire et peu valorisées jusqu'ici. Le CEA accompagne l'industrie et les territoires dans la transition écologique et soutient la mise en place d'une autonomie énergétique. Marie-Morgane, tu as demandé à nos internautes s'ils ont pu profiter de l'isolation à 1 €. Oui, et ceux qui l'ont fait sont plutôt satisfaits. Christelle a répondu « Nous l'avons fait, travail soigné, nous avons appelé un artisan local agréé ». Isabelle a écrit « J'en ai profité, c'est une entreprise du coin qui l'a fait, super travail et je n'ai rien payé du tout, même pas 1 €. » Et pour Raymond, c'est pareil, fait par une équipe d'Ukrainiens parlant parfaitement le français et un travail nickel. Super. Alors Laurent Nataf, l'isolation à 1 €, c'est pas une arnaque? Du tout. L'isolation à 1 € découle en fait d'une loi qui date de 2005, qui s'appelle la loi POP, et qui impose à tous les énergéticiens français, donc distributeurs et revendeurs d'énergie, de financer des opérations d'économie d'énergie. Okay. Voilà, donc il y a tout un tas de travaux qui peuvent être financés par ces énergéticiens. Et depuis 2016, donc c'est plutôt récent, ils ont la possibilité de financer des travaux d'isolation chez les particuliers. Sans que ça coûte beaucoup d'argent aux particuliers, puisqu'il n'a qu'un 1 € à payer. Donc justement, c'est vraiment 1 € qu'il paye finalement. Il n'y a rien à côté, il n'y a pas, d'autre chose. Il y a quelques règles d'éligibilité. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas en bénéficier, mais si le particulier est éligible, il ne paye que 1 €. D'accord, très bien. Sans avance d'argent et sans autres coûts cachés. Mais ça coûte quand même quelque chose finalement, parce Bien que sûr. l'habitant va donner que 1 €, mais derrière ça coûte de l'argent. L'entreprise malheureusement ne peut pas travailler que pour 1 €. Donc derrière, il y a 1 € qui est réglé donc par le particulier et le reste de la facture est payé donc par le pollueur, par l'énergéticien qui travaille en collaboration avec l'artisan que le particulier aura choisi. Ok, et alors vous parliez tout à l'heure de particuliers, donc justement, et de critères pour être éligible. Qui peut bénéficier de cette opération? Alors, on a des zones climatiques en France tout d'abord. Il y a 3 zones climatiques, H1, H2, H3. Donc la zone H1 est l'ensemble de l'Est de la France et du centre de la France. Sur cette zone-là, 100% des particuliers peuvent bénéficier d'une isolation de leur sous-sol. Là, il n'y a pas de conditions de revenus. Par contre, pour les combles, il y a des conditions de revenus, donc avec des tableaux et des maximums de revenus à avoir. Voilà. Okay. Cependant, pour les personnes qui sont au-dessus des revenus, ils peuvent bénéficier d'une subvention partielle, c'est-à-dire qu'il y aura un petit reste à charge pour eux, mais ça revient toujours beaucoup moins cher que de passer par un artisan classique. Et donc c'est pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels dans leur commerce par exemple? Il existe des dispositifs également pour les professionnels, que ce soit comme je l'ai dit pour les commerces, les restaurants, les établissements de santé, etc., etc. En fait, en fonction du secteur d'activité du professionnel, les subventions vont varier. Alors Marie-Morgane, on a une question d'un de nos internautes, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors c'est Anthony qui demande « Je suis locataire d'une maison, puis-je le faire et si je déménage plus tard, est-ce que j'y aurai encore le droit ?»
Alors, en tant que locataire, oui. Il nous faut un accord écrit du propriétaire, comme quoi il accepte les travaux, le dossier étant au nom du locataire. Ensuite, les demandes en fait, de ce type de subvention qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie sont limitées à une demande par foyer. Voilà, par foyer fiscal, c'est-à-dire que si Anthony veut le faire dans sa maison et qu'il bénéficie de l'isolation à 1 euro, il ne pourra pas le faire s'il déménage dans les prochains mois. Merci pour cette première réponse. Alors, on imagine que sur la facture d'énergie, ça change quelque chose. Alors, tout dépend de l'isolation que nous allons réaliser chez le particulier. Nous, notre organisme est donc spécialisé dans 2 types d'isolation. Donc l'isolation des combles, comme vous le savez, la chaleur, ça monte. Donc l'isolation des combles est primordiale dans une maison et elle peut faire bénéficier d'une baisse des consommations pour le chauffage de l'ordre de 20 à 25%. Voilà. Nous réalisons ensuite l'isolation des sous-sols, donc des plafonds du sous-sol pour éviter que l'air froid s'engouffre dans la maison. Et là, on parle d'économie de l'ordre de 10%. D'accord. Alors, j'ai oublié de vous demander un petit peu par rapport aux critères d'éligibilité. Est-ce qu'il faut un type de chauffage en particulier ? Alors, aujourd'hui, on demande le type de chauffage, c'est-à-dire que ça va faire varier la subvention qui est touchée par l'artisan. Mais pour le particulier, on a la chance aujourd'hui de pouvoir travailler avec n'importe quel type de chauffage. Et alors, il y en a peut-être qui hésitent, parce que c'est pas le tout de se dire que c'est avec une loi, c'est un dispositif avec une loi depuis 2005, vous l'expliquez tout à l'heure. Mais comment est-ce qu'on peut rassurer ceux qui sont un petit peu plus réfractaires, on va dire, à cette opération ? Alors tout d'abord, il y a des documents qui doivent être fournis à chacun des particuliers, notamment avant les travaux, un devis où le reste à payer doit être marqué noir sur blanc, il est d'1 euro. Évidemment, le montant de la prime qui est versée par le pollueur à l'artisan est indiqué également sur ce devis, mais le plus important est que le particulier doit signer un devis avec un reste à payer de 1 euro. Tout à fait, donc il faut être vigilant par rapport à ça. Alors il y a autre chose qui pose problème à certaines personnes, notamment à nos internautes. Une question qui est revenue, c'est sur le démarchage téléphonique. Exactement, Thomas a écrit « On est harcelé par des démarcheurs, on leur explique calmement au départ, Blocktel ne fonctionne pas du tout, le démarchage commercial devrait être interdit. » Alors comment ça se passe ? Est-ce que c'est vous qui commandez ces appels entre guillemets et qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui se plaignent un petit peu de ça ? Nous, notre organisme a choisi de ne pas faire du tout de démarchage téléphonique. Aujourd'hui, 100% de nos clients sont recrutés via notre site internet et via des campagnes web. Il y a des artisans qui ont choisi le démarchage téléphonique comme technique commerciale, on va dire. Nous, on n'est pas trop pour. Ça doit venir en fait du particulier. C'est lui qui doit sentir l'envie et le besoin en fait d'être isolé. Pour nous, c'est quelque chose d'un peu négatif. Ça détériore un petit peu, on va dire, notre image dans le domaine. Et ça fait se poser beaucoup de questions en particulier. Voilà. Nous, de notre côté, on a choisi de ne pas utiliser du tout ces voies de communication. D'accord. Et alors justement, si un particulier ou un commerçant, un professionnel a besoin de cette isolation ou a envie en fait de faire cette isolation, comment est-ce qu'il vous contacte? Où on peut trouver les renseignements? Alors nous avons un site internet qui s'appelle energiesolidaire.fr sur lequel on a la possibilité en fait de remplir un formulaire d'éligibilité qui va nous dire tout de suite si oui ou non on peut bénéficier du dispositif. Dans tous les cas, le service commercial le recontacte par téléphone suite au remplissage du questionnaire. Et sur ce site, nous avons également l'ensemble des informations nécessaires pour comprendre le dispositif et puis bien sûr un numéro de téléphone qui permet d'être en ligne immédiatement avec un conseiller. Et juste pour finir, donc, rappeler un petit peu quelles sont les parties des maisons qui sont concernées pour cette isolation? Alors il y a vraiment deux types d'isolation majeure. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'isolation des combles perdus ou aménageables, qui peut se faire donc, soit par soufflage de laine de verre en comble, soit par des rouleaux, donc déroulés au sol, toujours de laine de verre, ou alors l'isolation de ce qu'on appelle les sous-planchers. Donc en fait, c'est tout ce qui se trouve sous votre plancher. Ça peut être un sous-sol, ça peut être une cave, ça peut être un vide sanitaire, où là, nous allons poser des plaques d'isolant sur le plafond de ce sous-sol. Très bien, on comprend un petit peu mieux tout ça. Et on a une dernière question, Marie-Morgane, de nos internautes. On conclut là-dessus. Oui, alors cette fois, c'est Kenan qui a écrit « Venez changer mes fenêtres pour 1 euro, il y a plus de pertes là-bas ». Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce dispositif pourrait être étendu à d'autres parties de la maison? Alors oui, puisque nous sommes en contact, en continu avec les autorités qui décident en fait des différentes interventions que nous pouvons faire. Alors nous, malheureusement, nous ne sommes pas menuisiers, nous ne faisons pas les fenêtres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le dispositif ne permet pas beaucoup d'aide justement dans le cadre des changements des fenêtres. Donc les fenêtres à 1 euro, ça n'existe pas encore. On n'en a pas entendu parler encore pour le moment. Mais il y a certains dispositifs qui voient le jour en ce début d'année 2019, notamment le changement de chauffage à 1 euro. Voilà, proposer aux personnes qui sont déjà chauffées au gaz avec une chaudière qui a plus de 10 ans de bénéficier d'une chaudière haute performance pour 1 euro.
Donc ça pourrait être une solution pour Kenan. Tout à fait. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On espère en tout cas que les personnes qui pourraient être concernées par cette isolation soient un petit peu plus rassurées. On rappelle juste le site internet sur lequel on peut contacter et remplir le questionnaire. Bien sûr, donc c'est www.energiesolidaire.fr. Super, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Et puis c'est parti, on va mouiller le maillot. Oui, on va parler sport. Aujourd'hui, c'est avec l'association Sport et Loisirs de Binin et sa section tennis de table. Avec 2 entraînements par semaine, les pandas du club de Binin sont rodés. L'équipe première joue actuellement en GE1, Grand Est 1, soit la première division régionale, dernier palier avant l'échelon national. Orienté vers la compétition, le club forme la jeune génération et accueille également les joueurs de sport loisirs. Mental d'acier et discipline sont les fers de lance de ce groupe hors du commun. Bienvenue au club de ping-pong de Binin. On appartient à l'association Sport et Loisirs de Binin qui existe depuis 1983. On est en ce moment 25 licenciés. On a 2 séances d'entraînement par semaine, une en loisir sur Binin le mercredi soir à 18h jusqu'à 20h30 et le vendredi soir sur Rombach, dirigé par Christophe qui s'occupe des débutants comme des confirmés. Et voilà, ça dure de 18h30 à 20h30 normalement le vendredi soir. 90% des joueurs chez nous font la compétition, mais on a des joueurs qui font que du loisir, qui viennent que l'entraînement le mercredi ou le vendredi, donc tous les joueurs sont les bienvenus chez nous. Je vais vous montrer le top spin du coup droit. C'est une opération de rotation pour gagner le point. En ce moment, notre club joue à un niveau GE1, c'est-à-dire Grand Est 1. C'est le niveau pré-national. Pour un petit village comme ça, on a une équipe qui joue le plus haut dans le coin, donc Sarreguemines compris. Et ça va jusqu'à GE7, c'est-à-dire départemental 4. Quoi. On a une équipe de GE1, 3 équipes de D2 et une équipe de D3. J'ai commencé le ping-pong, j'avais 14 ans, j'avais aucune base. Ça s'apprend en faisant beaucoup d'entraînements, comme font les Chinois, ils font ça 8 heures par jour, mais il n'y a pas de secret. Il faut être assidu, discipliné, venir à l'entraînement et faire l'entraînement correctement. Le tennis de table, pour moi, c'est 90% mental. Sur un terrain de foot à 11, tu as encore 10 copains qui peuvent t'aider. Mais quand tu joues au ping-pong, quand tu es seul, tu fais une faute, tu payes tout de suite. Donc, il faut être fort dans la tête. Allez, on sort notre agenda, on va penser au week-end avec Marie-Morgane. Alors, on est encore en plein dans la saison carnavalesque, donc forcément, on aura encore l'occasion de se déguiser. Oui, on va démarrer par le grand événement pour petits et grands qui aura lieu ce week-end, c'est la cavalcade. Elle aura lieu dimanche à partir de 15h à Sarreguemines. Elle démarrera comme d'habitude à la gare routière pour se rendre ensuite dans les rues du centre-ville. Pensez alors à revêtir vos plus beaux déguisements et apporter aussi un sac pour attraper tous les bonbons qui seront lancés depuis les chars. Et alors les enfants aussi ont droit à leur fête pour carnaval. Évidemment, ils ne sont jamais oubliés. Dimanche, c'est à Gros-Réderchin qu'ils pourront s'amuser. Le rendez-vous est donné à la salle Pierre Jolin à partir de 14h. Le carnaval des enfants est organisé par l'association des parents d'élèves et l'entrée est gratuite. Et les adultes vont aussi pouvoir faire la fête, il n'y a pas de raison. Ce ne sera pas ce week-end, mais le jeudi 28 février, lors du Speckball à Wieswiller. Cette soirée carnavalesque est organisée par le S Wieswolf. Alors j'en parle maintenant, car ce dimanche aura lieu la dernière prévente pour cette soirée. Vous pouvez vous rendre à la salle polyvalente de Wieswiller de 14h à 19h pour profiter du tarif de 8 €. Le soir même, le tarif sera de 10 €. Et pour le Speckball, le rendez-vous est donné donc jeudi prochain dès 20h et l'animation sera assurée par Sunlight Music. Il y a une autre soirée déguisée qui aura lieu cette fois-ci samedi soir. Oui, les jeunes de la communauté de paroisse Saint-Bernard vous invitent à fêter carnaval avec eux à la salle polyvalente de Reyersviller. La soirée dansante sera précédée d'un couscous. C'est un événement placé sous le signe des années 80, donc un déguisement ou au moins un accessoire est souhaité. Il ne reste qu'une poignée de places, donc vous pouvez réserver au 03 87 87 05 19.
Super. Et ce week-end, on pourra rire aussi grâce au Kapensitzung. Oui, alors je vais commencer par parler de la Kapensitzung de la Société carnavalesque de Sarreguemines qui vous emmène cette année au sport d'hiver. Alors attention, il ne reste qu'une vingtaine de places pour samedi soir à l'hôtel de ville, donc n'attendez plus pour acheter un billet. Pour les réservations, vous pouvez contacter le 06 74 90 66 39. Le tarif est de 16 € et le spectacle démarrera à 20h11. Alors quand la SAS part à la montagne, les Spitzbuben, eux, partent à la mer. La seconde Kapensitzung est celle de Neufgrange qui se déroulera aussi samedi soir. Là pareil, il reste seulement une vingtaine de places, donc c'est le moment de réserver. Pour cela, vous pouvez contacter le 06 40 16 48 55. Le prix est là de 14 €. La soirée démarre aussi à 20h11. Et attention, ils donneront une seconde représentation le samedi 2 mars, mais là c'est déjà complet. Super. Bon alors, il y en a pour tous les goûts le week-end. Et pour ceux qui préfèrent les concerts, par exemple, tu en as un à proposer pour vendredi. Oui, le groupe Les Yeux de la Tête sera de passage à la Halverrière de Meisenthal. Vous pourrez profiter d'un concert de ces 6 musiciens qui partagent leur bonne humeur sur scène lors de balades acoustiques ou de morceaux bien rythmés. C'est sûr que vous allez passer un excellent moment en leur compagnie. Leur concert sera précédé d'une première partie de la troupe du Bocal. Les préventes sont en tarif de 15 € et le soir même à 18 €. L'ouverture des portes se fera à 20h30. Et pour conclure, tu as une dernière sortie à nous proposer. Oui, c'est l'association Les Motards Ma Famille de Cœur qui organise une soirée au profit des enfants gravement malades de la région. Elle aura lieu le samedi 9 mars à la salle Pierre Jolin de Gros-Réderchin. Au menu Sputznudeln ou jambon braisé. Alors il faut penser à réserver au 06 74 44 55 54 ou encore au 06 78 74 03 48. Alors le ticket pour les adultes est à 23 €. Pour les enfants de 6 à 12 ans, il est à 10 € et pour chaque ticket repas acheté, vous avez une chance de gagner un téléviseur 4K. Ouh, ce serait bête de s'en priver en tout cas. Sûr. Merci beaucoup, il y a plein de choses à faire en tout cas encore une fois ce week-end. Je me tourne de nouveau vers notre invité. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission parce que oui, cette émission se termine. Marie-Morgane, merci encore à toi. Plaisir. On te retrouve bientôt. Demain, super. Et on va vous mettre l'eau à la bouche pour terminer cette émission. En cuisine, il faut parfois casser des œufs. Avec Sacha Baumann, ce sont les fausses idées qui sont réduites en miettes. Non, ce n'est pas sorcier de faire des œufs pochés et c'est ce qu'il va vous démontrer dans ce nouveau numéro de Sucré Salé. Belle fin de programme, belle journée et à demain. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Sucré Salé. Aujourd'hui, je vais préparer des œufs pochés avec une crème de céleri accompagnée de paillettes d'or, de truffes et d'une tuile de pain. Pour m'aider à préparer tout ça, je serai accompagnée de Sacha Baumann. Je vous laisse tout de suite découvrir son portrait. Sacha Baumann a fait ses classes il y a de nombreuses années à l'auberge Saint-Walfried de Sarreguemines. Aujourd'hui, et ce depuis 2008, il exerce ses talents dans la cuisine de la Charrue d'Or, où il a obtenu le titre de maître restaurateur en 2009. Sacha aime la bonne cuisine, simple, créative et toujours réalisée avec des produits de belle qualité. Il se passionne aussi pour la photo et le sport. Il aime beaucoup le basket qu'il a pratiqué durant sa jeunesse et le football américain. Sandrine le reçoit sur le plateau de Sucré Salé. Découvrons tout de suite la recette qu'ils vont nous préparer. Bonjour Sacha. Bonjour Sandrine. Je suis enchantée de t'accueillir dans notre cuisine. Alors, avant de s'intéresser à cette recette qui m'intrigue beaucoup, j'aimerais savoir de ton côté, c'est une question que je pose toujours, est-ce que tu es plutôt sucré ou plutôt salé ? Alors plutôt salé alors. Plutôt salé ? Oui, plutôt salé. Même pas un petit dessert que tu affectionnes ? Non, pas vraiment. Ok, ça tombe bien, on va partir sur une recette salée donc que tu maîtrises. On va préparer des œufs pochés. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Pourquoi tu as choisi cette recette pour nous la présenter aujourd'hui ? Bon, pour une recette simple qui est relativement facile à faire et que tout le monde peut refaire à la maison. Et puis avec quand même des ingrédients, on peut dire nobles, qui sortent un peu du commun. Voilà. Ok, super. Alors on va s'attaquer tout de suite à la première étape, mais je vous laisse d'abord découvrir les ingrédients pour réaliser cette recette. Pour
Pour réaliser cet œuf poché avec sa crème de céleri hors et truffe et sa tuile de pain, il vous faudra 4 œufs, un demi-céleri, 100 g de crème liquide, une truffe, des paillettes d'or, du vinaigre blanc, du bouillon de légumes, une échalote, 160 g d'eau, 60 g d'huile, 20 g de farine, du curcuma, du cerfeuil et du sel. Alors Sacha, la première étape pour cette recette, l'ingrédient de base c'est l'œuf poché. Mais on va commencer par préparer ce qui va accompagner au final cet œuf poché, et c'est le céleri. Voilà, c'est ça, c'est le céleri. Dis-moi comment on va transformer ce céleri. Alors on va faire un céleri qu'on va faire en petite brunoise pour faire un petit lit pour l'œuf poché, et le deuxième en purée pour faire une petite crème de céleri en purée. D'accord, on peut y aller tout de suite. Alors on commence par lequel? On va commencer par les petites brunoises. D'accord. Donc là, l'idée, c'est de quoi? De le découper juste en petits cubes, c'est Voilà, des petits dés très fins, 5 mm, ça suffit. Voilà, notre petit céleri. Faut qu'on pense à éplucher notre échalote aussi. Ouais. Donc ce sera un mélange de céleri et d'échalote. Voilà, une petite compotée échalote céleri. Il n'y a pas besoin de l'assaisonner autrement. Non. Ça suffit. Ça suffira. Voilà. Et du coup, une fois qu'on a notre céleri en petits carrés, donc là pour la brunoise, on va tranquillement faire cuire notre petite brunoise, la faire compoter. Dans une casserole. Dans une petite casserole. Ok, super, c'est parti. Donc on va récupérer un tout petit peu d'huile d'olive. Et ça, il y a besoin de le surveiller, de le touiller de temps en temps. Voilà, on va quand même le mélanger un petit peu. On va juste faire suer un petit peu les échalotes pour sortir le goût de l'échalote. Donc là, on va tout de suite déglacer avec le bouillon. Ouais. Donc le bouillon de légumes qu'on peut préparer à l'avance. Un petit bouillon. Et on va peut-être baisser un petit peu le feu. Donc là, on laisse compoter notre petite brunoise. Okay. Et donc, on va s'occuper de la purée de céleri aussi. Deuxième étape, du coup, pour cette crème de céleri, c'est justement de faire une purée. De faire notre purée de céleri. Okay. Voilà. C'est comme pour une purée de tomate ou Purée de pommes de terre. De tomates, de pommes de terre, je veux dire. Voilà, parti. Donc, on va légèrement saler un petit peu l'eau. Et là, l'idée, c'est de les laisser jusqu'à ce que ça boue et de les laisser cuire après. De les laisser cuire pour en faire une purée. D'accord. Pendant combien de temps à peu près? Un quart d'heure. En attendant, on va pouvoir préparer nos tuiles qui serviront à la décoration de l'assiette au final, c'est ça? C'est ça. Ok, très bien. Alors, quelles sont les différentes étapes pour cette tuile? Toute simple. Il nous faut l'eau. Ouais. C'est des tuiles de pain, c'est ça? Tuiles de pain. D'accord. La farine. Notre huile. Le curcuma. Ouais. Une petite pincée de sel. Et tout ça, on va le mixer. Et c'est déjà fini. Ok. Et du coup, avec notre pâte à crêpes liquide, on en fait quoi? On va faire des petites tuiles qu'on va cuire. D'accord. Donc on va attendre que la poêle soit bien chaude. Ouais. Faut que la poêle soit chaude, sinon les tuiles n'auront pas une belle forme. D'accord. Est-ce qu'il faut huiler la poêle ou Pas du tout. Tout est là-dedans. Ah oui, d'accord. Ouais, l'huile qui était déjà incorporée. On rajoute rien. Pas besoin de graisser la poêle en plus, quoi. Donc ça va se faire tout seul. D'accord. Du coup, faut laisser bouillir. Faut la laisser cuire jusqu'à ce qu'elle s'assèche. Ça met 2 minutes, D'accord. ou 4-5 minutes, ça dépend de la puissance.
faut vraiment que toute l'eau s'évapore parce qu'il y a très peu de farine, c'est vraiment beaucoup d'eau et de l'huile. C'est l'eau et l'huile qui vont faire que ça ressemble à une tuile. Voilà. Oh bah super. Sur notre petite huile de pain. Trop cool. Et du coup, la couleur, c'est vraiment le curcuma qui colore. Là, c'est vraiment le curcuma. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre, on peut assaisonner avec d'autres épices qui lui donneraient une autre couleur? On peut la faire noire avec de l'encre sèche, on peut la faire rouge avec un piment rouge. Ou du paprika, ça peut marcher. Ok, voilà, super. On peut y aller à toutes les couleurs, toutes les envies qu'on a. Ouais, c'est génial. Ouais. Donc c'est vraiment pour la déco, pour finir l'assiette. Ok, donc ça, notre tuile de pain est faite. On va regarder où en sont nos légumes. Et puis l'étape suivante, ce sera ensuite d'en faire une crème au final, c'est ça? Voilà. Avec la purée de céleri. De céleri. Alors, nos légumes sont cuits. On a sorti l'eau du céleri qui était en préparation pour la purée. Pour la purée, oui. Du coup, il nous reste à faire la purée jusqu'à en faire une crème de céleri. Pour en faire une mousse. Une mousse de céleri. Ça sera une émulsion. Ok, super. Alors, comment on procède? Tout simple. Donc on va mettre notre crème. Qui est là. Qui est là. Ouais, je peux verser déjà entièrement? Tu peux tout mettre. Alors c'est parti. Hop. On va mettre un tout petit peu de bouillon pour le goût. Parce qu'on a même plus besoin de saler. Nickel. Et là, c'est l'étape mixée. C'est ça. Faut qu'il n'y ait plus de morceaux du tout, que ça puisse bien sortir du siphon. J'ai l'impression que ça va le faire. J'ai pas l'impression qu'il y en ait encore. Bah, du coup, au final, ça ressemble déjà à une mousse. Ça ressemble déjà. Qu'est-ce qui manque encore? Donc on va la mettre en siphon. D'accord. Ça l'aérera un peu plus. Ensuite, ça sera un peu comme un espuma. D'accord. Parce que ouais, j'allais dire qu'est-ce que ça apporte, parce que souvent dans les recettes on voit des mousses qui sont mises dans des siphons, mais à part peut-être pour le dressage, ça a un réel intérêt en fait? Oui, ça l'aère beaucoup plus. D'accord. Ça l'émulsionne comme si on fait une chantilly. Alors cette partie-là par contre je te laisse faire parce que j'ai jamais mis une crème en siphon. C'est vrai? Ouais. C'est une première alors. Ouais. On va injecter notre gaz. Ok. Et on secoue fortement. Pas vers moi. Hein. Dans le doute. Et donc là on est prêt pour faire le dressage de l'assiette après. Mais avant le dressage, il va falloir quand même réaliser notre ingrédient principal qui est les œufs pochés. Les œufs pochés. Donc on va s'attaquer aux œufs pochés dans un instant. Alors, est-ce que tu peux nous aider à casser le mythe de l'œuf poché qui est difficile à faire? Parce que tout le monde le dit et il paraît que c'est pas si compliqué finalement. Bah, tout le monde le dit, tout le monde le pense. Pourtant, on va voir, c'est très simple. D'accord. Eh bien, dis-nous tout pour réussir un œuf poché. Donc là, on a notre eau frémissante. On va quand même rajouter le vinaigre. D'accord. Voilà. Et on va casser nos œufs dans l'eau, tout simplement. Rien de plus? Rien de plus. Juste, on prendra encore une petite cuillère pour faire une petite touillette. Dit comme ça a l'air facile. Très facile. On va les faire gentiment 2 par 2. Donc un œuf poché, c'est 3 minutes. D'accord. Simplement. Et là, ils vont se faire tout seuls. Et à l'intérieur, il restera encore coulant? Coulant, oui. D'accord. L'astuce, c'est peut-être, ce qu'il faut, c'est peut-être que l'eau ne boue pas en fait. Elle doit juste être frémissante. D'accord. Est-ce que c'est important de les mettre dans de l'eau froide quand on les sort de l'eau bouillante? Il faut arrêter la cuisson ou c'est juste pour les sortir? Là, c'est vraiment si on veut les servir plus tard, les réchauffer un petit peu, on met les mettre dans l'eau froide pour couper la cuisson. Ok. Là, j'ai mis de l'eau un peu tempérée, c'est juste pour enlever le goût de vinaigre parce que c'est trop présent. Ok, super. Donc maintenant que nos œufs sont pochés, on a tous les ingrédients qui sont prêts pour réaliser notre dressage. Mais avant de le faire, vous allez voir que sur nos assiettes, on a de la truffe. Et pour découvrir son histoire, je vous laisse découvrir le magnéto de la petite histoire. Les truffes consommées appartiennent au genre tuber. Il existe 6 espèces dites gastronomiques.
En Italie, Tuber magnatum, dite truffe blanche d'Albe. La plus recherchée en France, Tuber melanosporum, dite truffe du Périgord, mais dont la production se fait en majorité dans le sud-est. Tuber brumal, dite truffe musquée. Tuber estivum ou truffe blanche d'été. Tuber uncinatum châtain, dite truffe de Bourgogne. Et enfin Tuber mesentericum, dite truffe de Lorraine, produite dans la Meuse. Le coût d'une truffe de qualité sur le marché dépend de sa taille, de son espèce et de sa qualité. Certaines truffes ont battu des records lors de ventes aux enchères. On retiendra entre autres une truffe de 750 grammes vendue 100 000 € à un restaurateur de Hong Kong. Il nous reste une étape, la dernière, le dressage. Alors explique-nous un petit peu, maintenant qu'on a fait tout ça, comment on les met ensemble pour les présenter sur une assiette. Bon, on va dresser, ça c'est fait. Donc on a notre petite brunoise de céleri qu'on va mettre au fond de l'assiette. On va simplement poser nos œufs pochés sur le petit lit de céleri. Super. Donc on va mettre notre mousse par-dessus. On va y aller avec notre truffe. La truffe, oui. On dit les truffes, on peut y aller, on est généreux. Hein. Les petites paillettes d'or. Ah, ça, c'est la petite touche finish, ça. Voilà. Sans oublier une petite tuile. Le petit cerfeuil pour finir l'assiette. Écoute, ça donne super envie, donc je vais pas parler trop longtemps avant d'aller déguster, parce que j'ai vraiment envie d'aller le manger. Mais tu nous disais en coulisses, ton astuce en fait pour conserver, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser la truffe, pour les conserver, tu as une astuce, c'est de le mettre dans un bocal. Un petit bocal hermétique. Avec du riz. Avec du riz qui va absorber l'humidité et qui va la conserver un petit peu plus longtemps. Et le riz, donc on va pouvoir l'utiliser pour se faire un risotto plus tard. Et qui gardera le goût de la truffe. Ah oui. Ah, ça c'est important aussi. Écoute, on va pouvoir passer dans un instant à la dégustation. J'ai hâte, mais avant de faire ça, on va vous laisser avec le conseil du sommelier. Bonjour, chère Sandrine, chers téléspectateurs. Alors, pour cet œuf poché, j'ai choisi un vin de la Loire, un gamay. Le domaine Octavie. C'est un vin rouge assez léger, très parfumé. On est sur des notes de groseille. C'est un gamay qui va accompagner à merveille le petit plat que vous nous préparez. Je vous souhaite un bon appétit. Sacha, il nous reste la dernière étape de cette recette, ma préférée, la dégustation. Surtout que là, on a des produits, on a de la truffe déjà. On a des petites paillettes qui font tout au final. Des petites paillettes d'or. Qui apportent pas de goût, je pense, mais qui sont juste là, qui font quand même tout le cachet de ce plat. Alors, j'ai oublié de te demander une seule chose. C'est évidemment une entrée. C'est pas quelque chose qu'on peut manger en plat. C'est une entrée, une belle entrée. Une belle entrée. Une belle entrée. Mais écoute, j'en dis pas plus. On va goûter. Alors. Je vais essayer de prendre un peu de tout. Et surtout de l'œuf. Voilà, on peut y aller franchement, taper dans l'œuf. Il est tout coulant, il est trop bien. C'est excellent. Je crois qu'on a toutes les textures en bouche. On a du crémeux, on a du mousseux, on a du croquant avec la tuile. Et avec la truffe aussi, qui est croquante, qui est ferme. Ouais. Au final, c'est une entrée, mais c'est très complet en saveur en tout cas. C'est super bon. J'ai un seul conseil à vous donner. Refaites-le chez vous parce que c'est franchement excellent. Et alors, on a bien vu, on a cassé des mythes, les œufs pochés, c'est pas compliqué à faire. Donc vous pouvez y aller. Et si jamais vous vous sentez pas d'attaque, vous pouvez toujours aller à la Charrue d'Or. Je pense que Sacha se fera un plaisir de vous accueillir. Et en tout cas, pour moi, c'est un réel plaisir de te recevoir aujourd'hui dans notre cuisine. Tu reviens quand tu veux. Et puis, je vous souhaite à tous un très bon appétit et une belle journée.